mais ils arrivent et on va commencer, ça fait déjà plus de 10 minutes. Je prends juste la parole une petite minute pour vous dire bienvenue à toutes et tous. Merci d'être ici. Et rappeler que cet événement a lieu dans le cadre du festival Allez Savoir, initié par le HESS, École des hautes études en sciences sociales, en partenariat avec la ville de Marseille. C'est la 4e édition, Voyage en Utopie. Et nous sommes heureux de vous accueillir. Et si vous êtes intéressé par le musée, donc évidemment, nous allons être très attentifs à la discussion et à la table ronde qui va se tenir maintenant. Mais vous avez dû voir aussi dans le programme, et sinon il y a des exemplaires aussi dehors, il y a un fil rouge musée. Il y a plusieurs événements sur les musées. Et on est content. On est content ça fait un dialogue tout le long du festival sur des musées renouvelés, alternatifs, réinventés. Voilà. Et donc pour le moment, c'est A Place to Be, Utopie muséale en Méditerranée, que Aude Fanlot du MUSEM va modérer. Elle va nous présenter les participants. Merci beaucoup. Alors d'abord, merci effectivement à l'EHESS d'avoir inscrit cette table ronde qu'on proposait au programme du festival Allez Savoir. Merci aussi au musée d'histoire et à son directeur Fabrice Denis de nous accueillir. Et d'une certaine manière, c'est important que ça se passe ici, puisque le musée d'histoire, comme le MUSEM où je travaille, sont des musées dits de société, c'est-à-dire des musées qui, justement, se définissent par rapport à un territoire, qui peut être un territoire géographique, mais qui est surtout une modalité de construction avec les populations de ce territoire. Donc c'est le cas d'un musée d'histoire de Marseille, et c'est le cas aussi du MUSEM, le musée de l'Europe et de la Méditerranée, dont, évidemment, le projet scientifique et culturel s'est construit sur cette ère de l'Europe et de la Méditerranée, qui est la sienne. Et de ce point de vue-là, dans le programme, je trouve assez joli que l'on passe de l'exposition Prendre place, qui est juste au-dessus, à la table ronde Place to Be. Parce que pour ceux qui ont visité cette exposition du musée d'histoire de Marseille, qui se trouve donc juste au-dessus, et je vous le recommande, c'est une exposition qui est proposée par les habitants de Noailles, soucieux de porter le récit mémoriel des effondrements de la rue d'Aubagne qui ont eu lieu il y a quelques années. Et donc on passe de prendre place, c'est-à-dire la manière dont un musée peut être un lieu d'hospitalité et de laisser place à des habitants, à cette expression place to be qui l'inverse un peu. Place to be, c'est cette expression à la mode, c'est l'idée d'être une vitrine, l'endroit où se montrer. Et évidemment, dans la table ronde qu'on va vous proposer, on va la prendre au sens strict, au sens littéral, c'est-à-dire comment des musées imaginaires deviennent des places pour exister dans des contextes politiques extrêmement sensibles de la réalité. Voilà. Alors, pour en parler, nous avons avec nous Marion Slitine. Marion est anthropologue, à la fois à l'EHESS et au MUSEM. Elle a fait sa thèse sur les engagements artistiques et politiques en Palestine. Elle a poursuivi au MUSEM en continuant à travailler sur la Palestine et sur la manière dont les pratiques urbaines de création en milieu urbain en Palestine et en particulier sur des espaces comme celui du Mur, interfèrent avec des détournements, des processus de muséification, des processus de touristification, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Et vous allez voir que le cas qu'elle va nous présenter est en articulation avec ces champs-là.
Vous dire aussi qu'elle est commissaire associée cette année à l'Institut du monde arabe de l'exposition La Palestine et le monde, que je vous invite à voir si vous le pouvez à Paris. Et puis nous aurons, elle sera en dialogue avec Rania Stéphan. Rania est artiste visuelle, elle est installée à Beyrouth. Elle travaille sur les images fixes et mouvantes. C'est une artiste internationalement reconnue qui a eu de nombreuses créations primées. Elle est aussi artiste associée au laboratoire de l'EHESS, le César, et puis elle est senior fellow à l'EMERA pour 3 années, et c'est aussi de cette manière-là qu'elle a croisé le chemin du MUSEM dans une résidence qui était un peu une suite logique, puisque Rania, par ailleurs, travaille énormément dans des collaborations avec des chercheuses et des chercheurs en sciences humaines, et qu'elle a d'ailleurs emprunté cette figure de l'enquête, enfin ce processus d'enquête et de recherche. Elle en a fait un fil de certaines de ses productions en travaillant sur la figure du détective privé et de l'enquête. Alors on va commencer avec... donc on va vous parler de quelques musées imaginaires, musées virtuels, musées utopiques ou dystopiques en Méditerranée. Et à travers ces cas, on entamera ensuite la discussion. On va démarrer avec Marion, qui en particulier va nous parler du musée des nuages de Gaza, dont vous voyez une image. Merci beaucoup Aude pour cette introduction. Et merci beaucoup à l'EHESS, à la ville au musée de la ville de Marseille de nous accueillir pour cette table ronde que je suis particulièrement heureuse à laquelle je suis très heureuse de participer. Alors peut-être pour commencer, comment l'utopie a traversé peut-être mes recherches que tu as un petit peu présentées. Bon, on peut commencer par le contexte, dire que le contexte palestinien est plutôt un contexte dystopique que utopique, et la manière dont j'ai abordé, disons, mes recherches, c'était autour donc des pratiques artistiques dans des situations, donc tu disais sensibles, là en l'occurrence dans une situation coloniale en Palestine, et la question de l'engagement, des mobilisations artistiques en faveur de la justice sociale. Donc c'était l'objet de ma thèse sur l'art contemporain des territoires palestiniens occupés et sur la nouvelle génération d'artistes qui revisitaient le nationalisme et qui revisitaient les récits nationaux qui étaient donc revisités par ces propositions artistiques subversives qui décalaient souvent le regard sur ce territoire et qui créaient donc des récits alternatifs sur le territoire. Et c'est dans ces recherches que j'ai rencontré, disons, beaucoup d'artistes qui travaillaient ces utopies artistiques pour interroger les conditions de vie et inventer des conditions d'existence alternatives. Donc, en Palestine, je ne vais pas revenir longtemps sur le contexte, mais disons que c'est un contexte de crise permanente, de fragmentation extrême, alors voilà, et qui est donc, alors là je vous ai mis juste 2 slides parce qu'on fête ce mois-ci les 30 ans des accords d'Oslo qui étaient censés amener un État, je le dis parce que là on est dans un contexte de musée en fait, dans un contexte de non-État, en tout cas d'une souveraineté qui n'a pas abouti. Et donc c'est une œuvre d'un artiste qui signe un peu l'échec, disons, qui reflète cet échec des accords d'Oslo. Et donc, disons que ce contexte de crise particulier à la Palestine est particulièrement propice au développement de ces utopies artistiques
et muséale, comme on va voir en particulier. Donc, on est dans un contexte de sentiment généralisé d'instabilité, d'imprévisibilité croissante, qui va être due donc à l'occupation et ce qu'on appelle le settler colonialism et à l'embargo à Gaza. Je le dis parce que du coup un des cas que je vais aborder s'ancre, disons, dans cette situation d'embargo et d'enfermement très particulier qui a lieu à Gaza depuis 2007. Donc, dans cette situation de blocage et de disparition de ce que Koselleck appelle donc des horizons d'attente, cette disparition des perspectives d'avenir, on est dans une situation d'une incapacité à anticiper, donc qui affaiblit les capacités d'agir des populations et qui renforce le sentiment d'impuissance, d'où le recours à l'utopie et à la projection par l'art pour recréer cet horizon d'attente et pour pouvoir agir et se projeter. Et donc la première œuvre qui, je dirais, que j'ai rencontrée dans mon parcours, c'était en 2009, et c'était celle-ci, à l'Institut du monde arabe, une œuvre d'une artiste de Jérusalem qui habite à Londres actuellement, Larissa Sansour. Et alors à l'époque, je ne connaissais pas grand-chose sur l'art contemporain de Palestine, mais je dois dire que, comme peut-être beaucoup d'entre vous, j'avais des images très, disons, stéréotypées et d'une violence et d'un nationalisme très ancré. Or, nous sommes là donc devant une capture d'écran d'une vidéo, Space Exodus, où donc l'artiste plante, qui se représente elle-même, plante le premier drapeau palestinien sur la Lune. Et elle l'interroge ainsi, donc, et elle se pose la question, est-ce que finalement, dans un contexte de non-État, l'État, la construction étatique peut finalement avoir lieu sur la Lune? Donc cet usage de la science-fiction, de l'utopie, de la parodie, là en l'occurrence cinématographique, est là pour créer un discours critique à l'égard d'un présent déconcertant. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était cette volonté de créer de nouveaux récits alternatifs qui placent les Palestiniens non plus dans une position de victime, comme on peut avoir dans les images qui sont véhiculées par les médias dominants, mais plutôt dans une position d'acteur. Et souvent, donc, avec le recours à l'humour. Donc, c'est en ça également, hop, je vais passer, hop, ça c'est donc la version des Palestinautes, une autre version une suite, disons, de ce projet utopique d'État palestinien sur la Lune. Et donc, ces utopies artistiques ont fait partie de mon intérêt et de mes recherches sur comment décaler en fait le regard sur la Palestine. Et donc, je vous donne un autre exemple. Voilà, c'est un peu en préparant en fait, on s'est dit qu'on allait commencer par 3 fragments. C'est aussi révélateur de nos contextes, des contextes très fragmentés. Donc voilà, c'est 3. J'entre dans la présentation par 3 images, 3 utopies artistiques qui vont me guider vers l'utopie muséale que je vais ensuite vous présenter. Donc, nous avons ici Mohamed Aboussal, un artiste de Gaza, qui part du constat ironique que les Gazaouis ont une certaine expertise à creuser des tunnels, n'est-ce pas? Et donc, il va imaginer un métro à Gaza qui relierait le nord et le sud de Gaza, ainsi qu'une ligne de RER que nous voyons ici, qui relierait donc les différents territoires les différents territoires fragmentés de la Palestine.
Donc là, on voit bien aussi comment il y a ce jeu entre la fiction, la réalité, puisqu'en fait, c'est une performance où l'artiste va se balader dans plusieurs villes de Palestine en reproduisant donc, le M du métro, et il va recueillir des témoignages, et les passants vont réellement croire qu'il va y avoir un métro qui va se construire. Dans cette utopie, il y a une sorte de reconnexion et de volonté d'unification d'une Palestine fragmentée et dissolue. Et un troisième, projet pour introduire, c'est un projet de Khaled Jarrar, qui est donc une sorte d'utopie artistique et performative aussi, dans le sens où il a créé donc un tampon État de Palestine qu'il va apposer sur les passeports des Palestiniens et des internationaux qui le veulent. Et il va donc inventer également des timbres, et il va faire un partenariat avec la Poste belge. Et donc c'est des timbres qui vont réellement dans l'espace réel, vont avoir cours et vont marcher. Donc c'est encore ce jeu entre fiction et réalité, où l'artiste va projeter un État palestinien imaginé et mobile. Donc c'est un des pionniers dans ces utopies artistiques est Khalil Rabah, qui a fait cette œuvre que Rania, tu as vue en vrai. Tu as beaucoup de chance. Moi, je n'ai vu que des reproductions. Mais donc, c'est une compagnie d'avions imaginaire qui reprend donc, le United States United States of Palestine Airlines. Donc comment on performe un État en construction, mais qui est toujours en attente de devenir. Et donc ces différentes œuvres qui vont convoquer à la fois donc l'utopie et l'imagination vont être comme des sortes d'exercices de construction de la nation, tout autant que des parodies de l'État. Et évidemment, leur dimension humoristique va sembler signaler l'impossibilité actuelle de cet État dans l'état actuel de cette fragmentation, alors que simultanément, c'est une manière aussi de défier la réalité politique contemporaine. Et comment je suis arrivée, comment l'objet du dispositif muséal a traversé également ces questions d'engagement artistique, de mobilisation artistique dans des situations de crise, en l'occurrence là en Palestine. C'était donc l'objet, disons, que tu as dit de mon postdoc sur les pratiques artistiques dans l'espace public et la question donc de la patrimonialisation de ces cultures urbaines, le street art, le graffiti, etc. Et la question de comment on muséifie, comment on patrimonialise ces cultures urbaines, comment on les muséifie, et comment en fait le fait d'institutionnaliser ces pratiques participe aussi à reconfigurer le sens subversif qu'elles ont à la base. Donc c'est également plus en lien avec la question de la commodification de l'occupation et de la cause palestinienne, qui est particulièrement bien représentée dans un des terrains que j'ai pu faire, à savoir ce Waldorf Hotel, qui est donc l'hôtel qui a été conçu par Banksy, le street artiste britannique, en 2017 à Bethléem, donc face au mur de séparation entre la Cisjordanie et Israël, et qui est un signe à la base de solidarité de l'artiste par rapport à la cause palestinienne. L'idée était d'attirer l'attention internationale
du fait de la reconnaissance internationale de Banksy, sur l'illégalité du mur. Et donc c'est une sorte de dystopie contemporaine. Et c'est comme ça que je me suis... qu'on arrive à la question du musée et du dispositif muséal. Donc pour poser la question de l'enjeu d'un musée national dans un contexte d'absence d'État-nation, ou dans un contexte d'un proto-État, c'est évidemment la question qui reste très complexe et qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de musée national en Palestine. Il y a le Palestinian Museum, qu'on verra plus tard, mais qui est en fait un musée qui n'est pas un musée public, qui est un musée avec des fonds privés. Et donc, face à cette absence de musée national, des artistes vont s'emparer du dispositif du musée pour repenser et imaginer donc un avenir et à quoi pourrait ressembler donc cet État de Palestine. Et à cet égard, donc un des pionniers de cet investissement du modèle muséal dans les pratiques artistiques a été donc Khalil Rabah, qui est le même que je vous ai montré et qui a fait la compagnie d'avions imaginaires, qui crée en 1995 ce qu'il appelle The Palestinian Museum of Natural History and Humankind, qui est donc doté d'œuvres d'art et de différents départements qui évoluent au fil des années. Donc c'est un projet qui est encore en cours. Alors le titre de ce projet est composé de 48 lettres. Donc c'est un long titre. Les 48 lettres qui font allusion à l'année 1948, qui a vu donc la création de l'État d'Israël, et qui correspond à la Nakba, à la catastrophe pour les Palestiniens, et qui est donc un musée anticipatoire qui va collecter et qui va classer l'environnement de Palestine, tout en déconstruisant les formes institutionnelles du musée d'art conventionnel. Donc c'est un musée itinérant, sans structure physique, qui peut se concevoir donc comme un musée imaginaire, et qui va prendre forme au gré des expositions de l'artiste. Donc une des premières expositions a eu lieu en 2004 et elle consistait à organiser une vente aux enchères caritative à Ramallah, donc en Cisjordanie, où l'idée était de vendre des bouts du mur de séparation, donc entre la Cisjordanie et Israël, et les gens qu'on voit donc en bas à droite surenchérissaient de l'argent réel, et donc cela ensuite aidait à soutenir et à financer le centre dans lequel avait lieu cette exposition, dans lequel avait lieu cette vente aux enchères, donc le centre Khalil Sakakini à Ramallah. Et donc il y a encore cette dichotomie-là entre fiction et réalité qui est très forte, qu'on retrouve en 2008 lors d'une autre étape, un autre développement de ce musée imaginaire, où Khalil Rabah va lancer un bulletin d'information pour ce musée fictif, The United States of Palestine Times, dont les éditions sont rédigées dans une fausse police de caractère du New York Times. Et il va ensuite commander un énorme frontispice que nous voyons à droite, en granit sculpté, pour annoncer le nom du musée. Et donc, il y a une plateforme numérique qui va accompagner chaque étape du projet et qui va former toute une masse critique d'archives visuelles, d'archives artistiques et d'archives muséales imaginaires. Donc ce sont toutes des inventions, mais aussi, bien sûr, elles sont toutes réelles, dans le sens où il va s'agir de véritables œuvres d'art qui vont être exposées par l'artiste et qui vont avoir une vocation à constituer des collections de ce musée imaginaire. Et donc, à travers ces différents projections muséales,
l'artiste va parodier les institutions culturelles et leur rôle dans la formation d'une identité nationale et de l'autorité de l'État. Il va critiquer les conventions et les pratiques muséales et va attirer l'attention du spectateur sur l'impossibilité d'établir un musée palestinien dans un contexte d'absence de souveraineté de l'État. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il va prendre une certaine matérialité au fil des années, puisque si l'artiste va inventer, en l'absence du musée palestinien, une installation sur un musée palestinien à venir, l'artiste est aujourd'hui exposé dans ce qui est le vrai Palestinian Museum, donc qui est ce musée privé, mais qui s'appelle Palestinian Museum, donc qui est ce musée hybride que nous voyons en haut à droite, inauguré en 2016, donc bien après le projet imaginaire de Khalil Rabah. Et c'est en ça que ce projet pionnier va bien incarner ce que l'anthropologue Chiara De Cesari va appeler une tactique de la représentation anticipatoire, dans le sens de performance ou de préfiguration d'une institution qui n'existe pas encore complètement, mais qui va voir le jour. Donc il y a aussi une dimension performative dans ce type de projet, qu'il faut évidemment mettre dans une tradition aussi de ces musées, de ces musées fictifs. Donc là, c'est un exemple de Marcel Broodthaer, qui est un Belge et qui, en 1968, a créé donc un musée fictif d'art moderne, département des Aigles, et qui va accueillir des cartes postales reproduisant des œuvres, des caisses de transport vides qui vont servir de siège au public. Et donc, toute cette généalogie des musées fictifs imaginaires va être là pour parodier des institutions et va apparaître comme un dispositif critique envers les modes de fonctionnement du monde de l'art et plus généralement entre un dispositif critique envers le concept même d'État-nation. Et donc, pour disons, incarner ce qui un exemple qui aujourd'hui est assez paradigmatique de ces utopies muséales, je souhaiterais vous parler du Sahab Imaginary Museum, qui est en fait un musée imaginaire, pas si imaginaire que ça, on va le voir. Donc c'est un musée qui a été créé il y a 2 ans, en 2021, donc le musée des nuages, Sahab, ça veut dire nuages en arabe, qui est un projet en cours de musée virtuel à Gaza et pour Gaza. Donc qui a été créé fondé par un collectif d'artistes, donc un collectif d'artistes franco-algéro-palestiniens. Donc vous avez les noms ici, donc avec plusieurs territoires de travail, puisque certains sont basés encore à Gaza, d'autres à Paris. Et c'est donc un collectif qui se nomme eux-mêmes des utopistes, dans le sens où ils vont donc créer un musée virtuel qui va être fondé donc sur l'espace numérique, sur les technologies de réalité virtuelle, pour créer un musée sur l'histoire, sur l'art et le patrimoine à Gaza, sachant que Gaza est, donc, comme je vous le disais, un territoire sous embargo strict et est un territoire où il n'y a pas de musée d'art. Et dans ce contexte, le but d'un tel musée va être de visibiliser une population qui a tendance à être invisibilisée, marginalisée. Et donc, un des credos de ce musée est de sortir Gaza de la marginalisation. D'ailleurs, le collectif Hawaf veut dire marge en arabe. Donc, c'est aussi une manière de se réapproprier et donc
une des... Là, ça fait 10 minutes ou j'ai encore 10 minutes? Ok. Ouais, ouais. Donc, l'idée, donc, c'est de sortir donc, Gaza de la marginalisation en donnant de la visibilité à la communauté de Gaza et notamment à sa communauté artistique. Donc, l'objectif étant de faire commun, de faire communauté, et à travers en fait la construction de ce musée, l'idée est de reconstruire la communauté des Palestiniens fragmentés entre les territoires palestiniens et la diaspora. À travers donc toute une série d'ateliers qui va imaginer collectivement à quoi pourrait ressembler un musée idéal dans ce territoire confiné, et des ateliers qui vont permettre de constituer et de constituer les collections qui vont être fabriquées par la communauté elle-même. Donc, un des buts également et des conséquences de ce musée est de faire archive. Il faut savoir qu'on est dans un contexte de confiscation des archives culturelles et historiques palestiniennes depuis la première moitié du XXe siècle. Et donc, l'idée de créer ce musée dans le nuage, donc le cloud, évidemment allusion au stockage numérique, mais au-delà donc de ce jeu de mots et de la dimension poétique de rêve et de création d'un horizon, l'idée de créer ce musée dans un nuage est de participer et de l'ancrer dans ce que le collectif appelle un safe space, donc le seul espace de sécurité dans un territoire de guerre, et va éviter ainsi la destruction physique potentielle, et notamment la destruction des archives culturelles. Et donc on pense également, Aude, tu le disais en introduction, à un musée qui est un musée hospitalier, un musée d'accueil. C'est également un musée refuge, qui est un musée également thérapeutique, qui est décrit par Nathalie Bondil, qui va être là avec nous demain, ici même, et qu'elle appelle donc sous l'appellation de muséothérapie, dans cette utopie muséale qui serait un musée dont le but serait le bien-être, le mieux-être ou l'amélioration de l'état de santé des visiteurs. Donc on est vraiment là dans cette idée de musée refuge, de musée thérapeutique. Mais pas que. Et en ça, l'architecture de ce musée est très importante et cruciale, car il s'agit certes d'une utopie muséale, mais d'une utopie concrète, car à terme, ce musée a vocation à s'incarner de manière tangible, de manière physique, dans une ville, Gaza, qui serait libérée donc, des contraintes de l'embargo. Et donc a vocation à être construit. Et c'est pour ça que dans le collectif, il était très important d'inclure une architecte, là en l'occurrence Sondos El Nachale, qui a imaginé donc une architecture que vous voyez ici, une architecture bien évidemment sans mur, qui fait référence et écho à l'utopie de l'abolition des frontières, une architecture qui s'incarnerait que sur des plateformes pour favoriser donc une circulation empêchée dans la vie réelle. Et peut-être pour terminer sur ce musée, et on en discutera plus longuement ensuite, mais la nature des collections, et peut-être pour faire le lien aussi avec Rania, donc il s'agit donc d'un musée virtuel
basées sur des collections qui sont donc, je vous le disais, fabriquées par la communauté. Donc à la fois des œuvres et des objets et des artefacts matériels, mais également des objets immatériels qui sont scannés, qui sont ensuite mis en 3D et transportés donc dans le cloud à travers les technologies de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. Et c'est ainsi que, par exemple, un des ateliers qui a été organisé récemment a été donc à la fois donc l'idée était de collecter à travers la communauté de jeunes artistes de Gaza, de créer des collections digitales et physiques. Là, en l'occurrence, c'est une toile monumentale qui a été faite et fabriquée par cette communauté d'artistes et qui ensuite a été transportée tant bien que mal jusqu'à Paris, mais également des œuvres digitales qui sont en fait des objets et des œuvres du choix de la communauté d'artistes qui racontent des histoires, qui racontent un récit intime ou des récits alternatifs sur leur vie quotidienne, dans toujours cette idée de rendre plus tangible un territoire confiné, un territoire enfermé. Et donc, comment un musée virtuel, un musée qui est plus virtuel que imaginaire, puisqu'il actuellement, comment ces dispositifs muséaux peuvent permettre de en tout cas en termes symboliques, de réduire cette marginalisation, ou en tout cas c'est l'utopie que se donne ce musée des nuages. Merci Marion, si vous voulez bien, on va enchaîner avec Rania, puis après on aura une discussion globale sur l'une et l'autre. En tout cas Marion, les exemples que tu donnes, c'est au fond, l'utopie réside dans la matérialisation par les objets, par le bâtiment, d'une réalité virtuelle, et peut-être que Rania va pouvoir nous montrer presque comment elle va en sens inverse dans les usages de la science-fiction et du futurisme qu'elle mobilise pour son travail et sa création. Rania, on t'écoute. Donc mon projet sur lequel je suis en train de travailler s'appelle « Retour vers le monde de demain ». Donc lors de ma première résidence IMERA MUSEM en 2022, Marie-Charlotte Calafa, responsable adjointe du Centre de conservation et de ressources au MUSEM, m'a aiguillonnée sur une archive saisissante. Comme ça. Okay. Des images, des catalogues, des photos de la Foire internationale de New York qui s'est tenue à Flushing Meadows en 1939, intitulée « The World of Tomorrow », le monde de demain. Et comme mon projet de résidence IMERA était centré sur la science-fiction, particulièrement dans le monde arabe, une foire avec une telle appellation m'a tout particulièrement interpellée. Cette foire avait l'ambition d'insuffler un nouvel élan dans le rêve américain, après la période noire de la dépression économique des années 30. Donc elle était portée par la certitude que la technologie apporterait nécessairement un avenir meilleur à l'humanité, axant ses thématiques sur la promotion du positivisme, de la démocratie et du capitalisme. Ainsi, l'architecture de la foire même et des différents pavillons nationaux présents était construite dans cet esprit futuriste. On pouvait voir par exemple une ville du futur, une sorte de diorama en 3D, où l'on prenait un petit train pour faire le tour d'une installation gigantesque qui représentait une ville de demain. Des gratte-ciels, des autoroutes, des autoroutes enchevêtrées, des ponts et des transports automatisés. Il y avait aussi le premier robot automatique qui saluait le spectateur, la première transmission télévisuelle et le lancement de la première convention de science-fiction qui perdure jusqu'à aujourd'hui.
Cependant, dans cette poussée volontariste tournée vers l'avenir, les organisateurs n'ont pas prévu l'avènement de la Deuxième Guerre mondiale qui allait changer le cours de l'histoire et accélérer la fermeture prématurée de la foire. Une des choses fascinantes que j'ai trouvées en consultant ces archives était la présence d'un pavillon de la République du Liban 4 ans avant la déclaration officielle de l'indépendance du pays. Donc la personne à l'origine de cette initiative et curateur du pavillon était un homme du monde libanais, dandy, collectionneur d'art, Charles Corm. Il avait fait fortune quelques années auparavant en devenant l'importateur exclusif des voitures Ford au Moyen-Orient. À 40 ans, il décide d'arrêter les affaires et de se consacrer à l'écriture, les voyages et la collection d'objets d'art, de livres et de meubles faits par de grands designers de l'époque. Ce pavillon, qui projetait une image du Liban d'avant son existence officielle, était une sorte d'utopie qui émanait d'un réel désir d'émancipation de la présence mandataire française portée par une certaine élite libanaise. L'histoire du pavillon et de son contenu révèle les crispations autour de la construction de l'identité nationale naissante, qui puise autant dans le réel que l'imaginaire. Par exemple, Charles Corm choisit de projeter une image d'un Liban axé sur le patrimoine phénicien du pays, comme pour lisser les tensions entre les communautés chrétiennes et musulmanes qui défendent des versions différentes de ce que devrait être le pays. 4 ans plus tard, en 1943, le pacte national, l'accord verbal qui scelle l'entente entre ces deux communautés, allait être le socle sur lequel se construisait la nouvelle République. Mais cette question de « quel Liban veut-on » est toujours le sujet d'achoppement et le point nodal autour duquel les différentes factions ne semblent toujours pas s'accorder, alors qu'aujourd'hui, 80 ans plus tard, le pays connaît un effondrement économique, politique, social et écologique sans précédent, estimé par la Banque mondiale comme une des plus sévères crises économiques des temps récents. On peut même dire que le Liban vit aujourd'hui une sorte de dystopie. Il est donc important d'interroger les prémices sur lesquelles ces idées de construction de l'identité nationale ou des identités nationales, ces utopies et dystopies, ont contribué à faire et à défaire le Liban. Une fondation Corm vient d'ouvrir ses portes à Beyrouth, dans l'ancien atelier d'assemblage des voitures Ford. Elle contient les archives de Charles Corm, sa collection d'art, de livres, de mobilier art déco et une magnifique Ford T d'origine. La Fondation a fait appel à moi pour documenter l'histoire orale de la famille et en mai dernier, j'ai filmé le témoignage de ses enfants, aujourd'hui octogénaires. Je devrais filmer aussi une partie des archives et des plans du pavillon libanais de 1939. Mon projet Retour vers le monde de demain serait une installation vidéo à 2 écrans qui utiliserait des archives, des interviews et des images de sources différentes pour explorer les idées d'utopie et de dystopie déjà présentes dans le pavillon de 1939 et qui ont contribué à forger l'identité nationale et la construction du pays jusqu'à son effondrement aujourd'hui. Les images vont résonner entre elles et à travers les 2 écrans pour mener cette réflexion. Tandis que j'écrivais ces lignes à Beyrouth, 3 différents musées se sont présentés à moi en même temps. Cette simultanéité m'a semblé étrange et intéressante. Les questions qui me sont apparues ajoutent des éléments de réflexion sur la problématique qui nous concerne aujourd'hui. Premier musée. Donc, je suis réalisatrice et le cinéma de science-fiction me passionne, mais je suis très peu versée dans le genre littéraire de la science-fiction. Mais dans le cadre de ma recherche sur les archives du futur, j'essaye de me rattraper. Donc en août, je tombe par hasard sur un roman, Station 11, d'Emily St. John Mandel, qui date de 2014. Et chose rare, avec les romans de science-fiction, je le lis presque d'une seule traite. Le roman commence dans un théâtre de Toronto où l'on joue le roi Lear, lorsque soudain, le célèbre acteur qui tient le rôle principal s'écroule, victime d'une crise cardiaque. Dans les heures qui suivent,
le destin de plusieurs personnes qui l'ont côtoyé va se trouver bouleversé, car une épidémie de grippe foudroyante va tuer plus de 95% de la population mondiale et anéantir toute trace de modernité. Électricité, gaz, pétrole, avions, voitures, ordinateurs, tout s'arrête. Le roman, qui joue sur plusieurs temporalités, suit une troupe d'acteurs et de musiciens itinérants qui jouent Shakespeare et Beethoven dans les petites communautés de survivants qu'ils croisent. Cette troupe s'appelle la Symphonie itinérante et elle a pour devise « Survivre ne suffit pas ». Car faire du théâtre et jouer de la musique, c'est la seule chose qu'ils savent faire, et l'art est peut-être la seule chose qui peut faire une différence dans un monde de désolation. Cette devise est une citation de la série télévisée de science-fiction Star Trek Voyager. La troupe finira par rejoindre un aéroport, devenu lieu mythique de vie, grâce à l'existence d'un musée appelé étrangement le musée de la civilisation. Le musée a commencé comme ça. Je cite. La carte Visa continuait de prendre la poussière dans le hall B, de même que le permis de conduire de Lily Patterson. Clark, l'ami de l'acteur mort qui joua le roi Lear la veille de la pandémie dévastatrice, les emporta dans le salon Sky Miles et les posa côte à côte dans la vitrine. Pour étoffer la collection, il y ajouta son ordinateur portable, et ce fut ainsi que débuta le musée de la civilisation. Il n'en parla à personne, mais quand il revint quelques heures plus tard, on avait ajouté un iPhone, des chaussures à talons aiguilles de 12 cm, une bande dessinée et une boule de neige. Autant d'incroyables reliques du passé. Écrit en 2014, ce livre semblait prémonitoire de l'épidémie du Covid. Et dans un pays qui s'effondre, il m'a fait réfléchir. Que reste-t-il après l'affaire du monde ? Je commence à regarder les objets qui m'entourent d'une manière très différente. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que survival is not enough. Survivre ne suffit pas. Le 30 août 2023, un nouveau musée à l'appellation intrigante, le musée du tourisme et du djihad, est inauguré à Baalbek par le Hezbollah libanais et le Parti du Dieu, dans un de ses fiefs de la Bekaa. Ce parti islamiste chiite qui contrôle effectivement le pays aujourd'hui a été constitué en 1982 avec l'appui de la République islamique d'Iran après l'effondrement de l'Union soviétique pour lutter contre l'occupation israélienne du Liban dans le sud frontalier en particulier et contrer l'influence américaine dans la région. Forte d'une armée plus puissante que celle de l'armée libanaise, le Hezbollah devient, après le retrait israélien du Liban en 2000, l'acteur central du jeu politique local, fort du soutien de ses parrains régionaux, menant le pays à sa guise, sans consultation ni consentement avec les autres acteurs constitutifs du pays. Un exemple flagrant de sa manière d'agir est son intervention militaire en Syrie en 2013, en soutien au régime de Bachar el-Assad. Cette intervention, aux côtés des Russes et des Iraniens, a réussi à écraser le soulèvement du peuple syrien et à maintenir le régime en place jusqu'à aujourd'hui. Le musée de Baalbek est divisé en deux parties. D'une part, une sorte de white cube, un espace d'une centaine de mètres carrés, recouvert d'une bâche de camouflage, air conditionné et bien éclairé, où est retracée le long du mur la timeline de l'existence du parti et de ses exploits. Les portraits de ces martyrs alternent avec la valorisation des événements les plus saillants menés lors des différentes guerres. 3 écrans vidéo diffusent en boucle des images de ces batailles. Cette timeline s'arrête en 2017, à la fin d'une bataille décisive que le Hizb a menée contre l'État islamique Daesh à Qusayr, du côté syrien de la frontière libanaise. Le Hizb appelle cela la seconde libération, après celle du retrait israélien du sud Liban en 2000. En effet, c'est l'argument avancé par le Hizb pour justifier son intervention militaire extérieure, lutter contre le terrorisme sunnite et protéger le Liban du djihadisme de Daesh. Mais le musée ne mentionne pas, évidemment, la poursuite de l'intervention du parti aux côtés du régime dans toute la Syrie, sa présence continue en Syrie jusqu'à aujourd'hui, ainsi que toutes les exactions qui les ont accompagnés. Dehors, sur la colline en plein air,
un espace large comme un terrain de foot, des carrés de gazon impeccablement taillés sur lesquels sont alignés des rangées de matériel militaire, tels que des blindés, des tanks, divers véhicules militaires portant des canons de calibres variés, véhicules de transport de troupes et de matériel de communication, jeeps de différents modèles, etc. Tous ces véhicules militaires lourds sont alignés sous des auvents en tôle ondulée, éclairés par des panneaux solaires écologiques. Le parcours est balisé de pancartes qui indiquent le type de matériel récupéré ou utilisé. On y retrouve un blindé syrien de la guerre de 1973, une Markava israélienne récupérée lors de la guerre de 2006, afin que le visiteur puisse apprécier la puissance de feu du Hizb et son habilité à capturer du matériel ennemi. Tous ces véhicules ont été repeints en beige et ils paraissent flambant neufs. Mais à y regarder de plus près, ce matériel est relativement ancien et dépassé, tout comme les vidéos diffusées à l'intérieur du musée qui proviennent de la chaîne officielle du parti Al-Manar, où ces images ont été vues et revues. Pourquoi raconter cette histoire maintenant ? On comprend qu'il s'agit d'une volonté d'imposer son propre narratif et de contrôler sa version de l'histoire. Mais ce discours est très connu et ressassé par tous les médias que le Hizb possède, et il a déjà 2 autres musées où se déploie cette même rhétorique, sauf pour l'intervention syrienne qui est mise en valeur ici. Par ailleurs, je ne crois pas que les acteurs de la scène politique libanaise, les autres acteurs, vont avoir la curiosité d'aller voir ce musée. Car au Liban, les autres formations politiques ont aussi leurs martyrs, leur djihad, leur lutte, leurs commémorations et leurs histoires de résistance avec un autre narratif qui contredit celui du Hizb. Au Liban, les narratifs coexistent sans s'accorder et les mémoires sont concurrentes et parallèles. Dans un article du Quotidien de l'Art, la journaliste qui a reporté l'ouverture de ce musée cite un spécialiste du Hizb qui dit que ce nouveau musée est une stratégie culturelle qui vise à étendre le réseau du Hizb au sein de la communauté chiite même. D'ailleurs, un des gardiens qui me voit arriver en pantalon et en t-shirt m'a demandé si j'étais une expatriée en visite au pays. Les autres visiteurs étaient visiblement du public du Hizb et cela était reconnaissable à leurs vêtements. Je me demande, est-ce que tous les objets collectés méritent d'être dans un musée ? Ce nouveau musée est bien réel, mais sa raison d'être demeure virtuelle. Pour moi, tout cela est bien lourd et les machines militaires ne me fascinent pas. La création au service de la destruction et la mort me pèse et me plombe. Mais ce que je perçois, c'est que victory is not enough. La victoire ne suffit pas. 3e musée. The Return. Une exposition intitulée « Le Retour » The Return, de l'artiste libanais basé à San Francisco, Ryan Tabet, s'est tenue dans la prestigieuse galerie Sfer Zemler à Beyrouth. Elle retrace en un parcours de 8 chapitres la reconstitution de la vie rocambolesque d'une magnifique tête d'agneau gréco-romaine trouvée dans le temple d'Eshmoun à Saïda en 1967. Lorsque l'objet a été découvert, les archéologues ont pris 4 photos en noir et blanc. L'expo reproduit ces photos sur 8 simèses monumentales accompagnées d'articles, de divers documents tels que des lettres, des courriers, des mails, des minutes d'un procès, des photos, des photocopies, des factures, des notes faisant partie de l'œuvre d'art. L'artiste raconte: tout commence en 1967 lorsqu'environ 600 objets ont été découverts dans un temple au sud Liban. La guerre civile a commencé en 1975. En 1979, le site est menacé. Le musée national décide alors de déplacer les objets dans une ville du nord. En 1981, une milice chrétienne découvre l'entrepôt et vole les objets. Pendant 15 ans, l'histoire reste dans le noir. Mais un jour, la tête d'agneau apparaît dans un garde-meuble du Bronx appartenant à un marchand d'art anglais tombé en disgrâce. En 1996, il vend la tête à un couple de collectionneurs dans le Colorado pour $1 million. Ils le revendent à leur tour à un milliardaire. Celui-ci, rénovant son appartement à ce moment-là, au lieu de récupérer l'objet, il le prête au Met, le Metropolitan Museum, qui l'expose pendant 4 ans, jusqu'au jour où un curateur le reconnaisse comme faisant partie de la collection qui a été volée pendant la guerre et contacte les autorités libanaises.
Le milliardaire renonce alors à ses droits de propriété et la tête revient au couple du Colorado. Lorsqu'ils refusent de le restituer, un procès fédéral est lancé contre eux. La police réquisitionne la tête d'agneau et prend 4 photos très similaires aux 4 photos en noir et blanc de 67. Et le moment charnière du procès s'est focalisé sur la question: est-ce que les 4 photos en noir et blanc de 67 sont les mêmes, du même objet prises en 2017? L'objet est finalement revenu au Liban et il est exposé aujourd'hui au Musée national. Mais l'histoire reste suspendue, finit par dire l'artiste, car à la fin de la guerre civile, la loi d'amnistie générale décrétée en 1991 a levé toutes les poursuites contre les criminels de guerre et les activités criminelles de la guerre civile. Tout a été effacé. Donc, dans une institution gouvernementale, vous ne pouvez pas raconter l'histoire du vol sans implicitement dénoncer quelqu'un. Donc, les curateurs du musée utilisent la phrase « cet objet a disparu, puis est réapparu ». L'artiste restitue donc l'histoire non racontée de l'objet en révélant les rouages du trafic d'antiquités à travers les continents et le temps dans un monde de l'art globalisé, en utilisant la métaphore de l'ombre et de la lumière. Il conclut sa présentation avec l'idée que cette restitution est incomplète. La tête d'agneau est bien revenue au Musée national, mais l'histoire, elle, n'a pas été vraiment restituée. En sortant du parcours performatif de l'artiste qui nous a raconté cette histoire en direct, je me suis demandé si, dans la situation que le pays traverse actuellement, celui de l'effondrement, le Musée national est bien le bon endroit où garder cette tête précieuse. Qu'est-ce qu'un musée national lorsqu'il n'y a plus d'état fonctionnel? Faut-il être assuré que la tête soit revenue au bon endroit lorsqu'on a la sensation permanente ici que le Liban est en train de se détricoter? Le musée national est-il un lieu sûr? Sinon, où? Quel est le lieu alternatif, public, privé? Qu'est-ce qu'une collection nationale aujourd'hui au Liban? Et est-ce que cette tête est dans l'ombre ou dans la lumière? La justice a restitué la tête, l'artiste a restitué l'histoire, mais moi, je ne suis pas rassurée. Bon, ben, merci beaucoup à toutes les deux. Je suis frappée par, les jeux constants que vous opérez. On a un musée virtuel qui rêverait de s'incarner et de se matérialiser. Et symétriquement, Rania, tu le dis et tu le dis très souvent, aujourd'hui, on a un pays, le Liban, qui est une fiction. Et c'est ce par quoi ce à quoi tu reviens souvent. J'ai peut-être juste aussi, ce qui me frappe évidemment, c'est que ces exemples de musées renvoient complètement au fond, dans leur dimension critique, dans leur dimension parodique ou pas, mais renvoient au musée en vrai et au paradoxe des musées, aux liens qu'ils entretiennent ou pas avec des récits nationaux ou avec des récits fragmentés, aux liens qu'ils entretiennent de manière assez instable avec le tangible et la matérialité. Je veux dire qu'un musée, ça se définit aussi par rapport à des collections. Il y a une véritable obsession de l'objet et de sa conservation. Et comme tu le montres, Rania, dans ces exemples-là, on est dans une sorte et on en a parlé en préparant, on est dans une course à la conservation, une accélération de la conservation qui est exactement liée à une accélération aussi de la détérioration et de la destruction. Et donc il y a ce rapport aux objets qui est donc extrêmement fort dans un musée. Et en même temps, les musées sont en eux-mêmes des fictions juridiques qui sont censées apporter une éternité à des objets matériels et aux récits qui les composent. Et un autre des paradoxes auquel renvoient vos exemples, et en particulier le musée de Gaza, c'est aussi la manière dont les musées, toujours en vrai, sont de plus en plus
déstabilisés, instabilisés par l'écartèlement entre le fait d'être des espaces publics, des espaces physiques, avec encore une fois une forte importance de leur architecture, de leur implantation dans la ville, et des objets, donc d'être des espaces physiques, et en même temps, bien sûr, de plus en plus travaillés par les questions d'exposition numérique, de digitalisation et de virtualisation. Et peut-être que je voudrais juste vous poser une question là-dessus avant de laisser la parole à la salle. Quelle est cette... disons, dans votre réflexion, à la fois toi dans tes pratiques artistiques et puis par rapport au musée des nuages, comment se travaille cette question des technologies numériques, de la digitalisation? C'est-à-dire, en gros, comment le virtuel, dans les exemples que vous avez cités ou dans ton travail, Rania, articule cette question de l'imaginaire avec cette question du digital. Alors, la question de la virtualisation est au cœur, en fait, de pratiques artistiques qui se déroulent dans un contexte d'enfermement, en fait. Et c'est aussi pour cela que Gaza est un terrain, un territoire, est un terreau aussi particulièrement intéressant pour interroger cette potentialité du virtuel. L'art digital est extrêmement développé au moment où les œuvres, la matérialité, si on retourne à la matérialité et à la circulation des œuvres, est évidemment très empêchée dans un contexte de blocus. Et là, dans le contexte de ce musée virtuel, le virtuel a vraiment c'est un moyen, mais c'est pas une fin en soi. Vraiment l'idée de ces utopies muséales sont en tout cas vraiment d'avoir un pendant physique et matériel. Mais c'est toujours cette articulation entre la physicalité et la virtualité qui doit être tenue. Et en tout cas, alors concrètement, dans le musée des nuages, il s'agit donc, mais comme on l'a vu aussi pour les exemples de Khalil Rabah, de développer à côté des expositions sur le territoire physique, sur des territoires multisitués, il s'agit de créer des plateformes numériques. Là, en l'occurrence, c'est l'utilisation de la réalité augmentée et des réalités virtuelles qui est aussi au cœur de cette virtualisation. Et voilà pour la question de la virtualisation. Mais évidemment, l'horizon d'attente n'est pas de rester dans ce musée virtuel, puisque, encore une fois, l'idée de faire communauté, de créer donc tous ces espaces d'échange, d'ateliers avec la communauté d'artistes, notamment à Gaza, c'est l'enjeu même de ce dispositif, de créer donc un musée autour duquel on peut faire communauté. Moi, je peux parler en fait de la pratique des artistes, parce que comme je me penche sur la science-fiction dans le monde arabe, ce que je réalise, c'est que pendant longtemps, ce genre existait d'une manière un peu dans une sorte de sous-culture très, enfin pas du tout dominante, très populaire, mais pas du tout mise en avant. Mais depuis 2011, en fait, avec l'apport des nouvelles technologies, les artistes prennent à bras-le-corps ces nouvelles technologies et osent, disons, investir le champ de la science-fiction grâce à ces technologies-là. Donc, d'une certaine manière, ces technologies aident à étendre un
champ qui n'a pas été qui a été très sous-investi par ailleurs, grâce aux technologies. Ça, c'est par rapport aux pratiques des artistes. Donc, on voit beaucoup de jeunes artistes arabes qui vont faire des films de science-fiction en 3D, avec des images virtuelles, etc., ou bien des installations. Et ils prennent vraiment la nouvelle technologie pour occuper cet espace-là. La deuxième chose que je peux dire, c'est que dans un pays comme le Liban, c'est-à-dire que au Liban, par exemple, moi, je n'ai pas mes photos sur cloud parce que l'Internet est très lent et on peut ne pas avoir accès parce que logistiquement, le pays s'effondre. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment... C'est totalement... c'est pas dans une continuité. On n'a pas toujours Internet, on n'a pas l'Internet rapide, etc. Donc, c'est très dangereux disons, le cloud n'est pas le lieu sûr, comme pour la Palestine, où garder ces images. Donc, où garder les images, c'est une vraie question. C'est-à-dire, j'ai l'impression que le monde virtuel du Liban ressemble au monde actuel du Liban. C'est-à-dire, c'est dans une incohérence logistique. C'est-à-dire, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il faut bidouiller pour que ça marche, etc. Donc, cette virtualité-là ressemble à la réalité. Donc, il faut naviguer c'est le cas de le dire. Voilà, c'est ça que je peux dire. En tout cas, le cloud, c'est pas le safe space pour nous. Tu veux réagir, Marie ? Je voudrais garder un petit peu de temps pour des questions dans la salle, si vous en avez. Je crois qu'il y a un micro qui circule. Oui, merci pour ces présentations. Je voudrais juste poursuivre sur la question de la façon dont les musées, apparemment, sont quand même témoignent d'un désir d'infrastructure énorme. Parce que, comme vous le disiez, Rania Stéphane, sur la question du virtuel, en fait, le virtuel repose sur des infrastructures qui sont celles du web, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de virtualité, donc c'est encore peut-être un espace possible en Palestine, mais en vous entendant parler, Marion, je me disais, mais en t'entendant parler, je me disais, mais il y a quand même des infrastructures derrière qui apparemment tiennent encore. Et on a l'impression que un musée ne peut exister que sur des infrastructures, et donc c'est un imaginaire qui est largement posé sur les possibilités de faire durer ces infrastructures. Et votre exemple aussi montre comment un objet qui sort de ces infrastructures passe dans des espaces ultra-libéraux, en fait, dans lesquels il n'y a plus de règles et où sont mis en danger la question de la conservation. Enfin, je trouve que ça renouvelle la question du désir d'institution que je pose comme ça. Hein. Je ne dis pas que j'en ai, mais ça pose... un musée imaginaire, c'est arriver à imaginer des institutions et des infrastructures qui permettent de tenir ce musée. Donc un désir d'État. Moi, c'est ce que j'entends. En France aujourd'hui, ça trouble un peu. Je peux peut-être rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que j'ai l'impression que dans les exemples qui ont été montrés, il y a des gestes artistiques très différents. Il y a des choses, il y a des gestes où en fait, sont des parodies où on va essayer de reproduire ce qui existe déjà, c'est-à-dire créer le tampon, créer la compagnie aérienne, créer le musée avec une structure, etc. Mais il y a aussi d'autres gestes où on n'est pas en train d'imaginer l'utopie comme une utopie raisonnable ou quelque chose qui va s'inscrire sur des sentiers qui sont déjà frayés, qui existent déjà, mais qui imagine aussi des possibles improbables. Et c'est le cas, par exemple, du musée des nuages, parce que c'est pas la même chose, parce qu'imaginez un musée qui n'a pas de mur, où il y a une circulation libre, etc. On n'est pas dans la reproduction de ce qui existe déjà, et donc pas forcément dans ce désir de structure, de donner une assise matérielle. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois.
Mais pour dire que moi, j'ai dans ces différents gestes artistiques, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui traverse tout ça, qui est l'idée, en effet, à travers l'art, arriver à faire justice, quoi. L'idée d'une justice sociale, ou alors d'une justice spéculative, rétrospective, etc. Mais j'ai pas l'impression, dans certains projets dont tu as parlé, Marion, qu'on soit pas tel... Et ça, pour résonner aussi avec cette idée un peu classique de l'utopie comme la projection vers un avenir, on n'est pas tellement dans la projection, en fait, mais on est dans cette... C'est ça, la virtualité. Le virtuel est ce qui est actuel sans être réel. Donc, on est dans ce désir d'inscrire ici et maintenant en acte de justice, même qui est virtuel, en fait. Mais le virtuel, il a une consistance, il a une réalité. C'est pas une projection, c'est ici et maintenant. Et je retrouve ça dans Clarissa, dans le geste de Space Exodus, ou dans le projet aussi que tu viens de nous présenter. Peut-être je peux rebondir sur ce qui a été dit, merci beaucoup. Alors pour la première remarque, en tout cas, il me semble que, et en fait on n'en a pas, on a dit qu'on allait en parler, on n'en a pas vraiment parlé, mais alors plutôt dans mon cas, je dirais, plutôt que dans le tien, Rania, mais il y a évidemment la dimension critique de ces utopies muséales qui est extrêmement forte, et il me semble que je dirais pas que c'est un désir d'institution ou un désir d'infrastructure, comme peut-être tu l'as compris, mais je dirais plutôt que c'est une critique en fait de ces institutions dans la manière dans la manière dont c'est structuré, et justement c'est structuré en dehors de l'État, en dehors des autorités publiques, en dehors qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, et c'est vraiment une volonté extrêmement forte de ces initiatives de s'inscrire dans une contre-institution, en fait. Et donc après il y a la question effectivement de l'ici et du maintenant, qui pose aussi la question de comment ces initiatives repensent aussi et inversent le rapport à la temporalité. Et ce qui est, à mon sens, intéressant, c'est que dans un contexte justement d'horizon bloqué, de désillusion, d'horizon d'attente complètement bouché, parce que dans le contexte palestinien, on est dans une situation où le passé a un poids, encore évidemment dans le présent, au quotidien. Et pendant longtemps, les artistes se sont tournés vers le passé, se sont tournés vers les souffrances du passé pour interroger le présent. Et le courant de l'arabo-futurisme, le courant de ces artistes qui essayent d'investir la science-fiction, le futurisme, ou ces utopies, permettent de renverser un petit peu ce rapport à la temporalité, penser le ici et maintenant, penser les conditions d'existence des Palestiniens aujourd'hui, qui soient dans cette fragmentation, dans cette dépossession, et en même temps ouvrir un chemin vers une pensée de la projection et une pensée du futur. Et donc c'est en ça qu'il y a donc ce lien avec une justice sociale. C'est qu'aujourd'hui, et c'est aussi comment repenser le projet, aller au-delà de penser un État-nation, de penser le nationalisme qui a été en fait un échec, comme on le voit aujourd'hui, à l'heure des 30 ans des accords d'Oslo. Et c'est aussi aller au-delà
aller au-delà de la pensée d'un État-nation, aller au-delà du nationalisme qui a été, disons, saturé dans les discours politiques et aussi sur le terrain. Donc c'est cette relation entre temporalité et la dimension critique des institutions qui, moi, me semble important dans les initiatives que j'ai présentées. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Et justement, je voulais vous poser une question sur le rôle du musée dans la représentation du temps. Parce qu'il y a, tout ce que vous avez dit, il y a les musées qui récupèrent des objets de l'histoire, du passé. Il y a aussi le fait de travail de œuvres artistiques qui sont en train de créer une histoire, ou c'est ce qu'ils s'attendent de faire. Et voilà, juste ça, savoir qu'est-ce que vous en pensez de l'idée du musée comme cette lieu qui récupère le temps, différents types de temps. C'est plutôt toi. Oui, c'est toi. C'est toi. Sur la timeline. Les obsessions de la timeline. Je ne vois pas ce que je pourrais dire. Non, en fait, je ne sais pas. La seule chose je ne sais pas si c'est une réponse directe à la question. Je crois qu'il faut que Aude, tu rebondisses, mais dans cette, en fait, quand j'ai entendu Marion parler et puis les questions, ce qui est intéressant c'est-à-dire à réaliser quand on est au Liban, c'est que les choses ne sont pas d'un bloc, c'est-à-dire soit un État, soit pas un État, soit virtuel. C'est-à-dire tout existe en même temps, tout s'effondre lentement. En même temps, il y a d'autres choses qui existent. C'est-à-dire c'est plutôt dans une sorte d'hétérogénéité constante et d'une sorte de... c'est-à-dire c'est ça qui rend perplexe la situation. C'est pas, il n'y a pas du tout d'État, il y a totalement un État. Il y a un État qui n'existe pas, qui est dysfonctionnel, mais en même temps on le retrouve parce que le musée va récupérer la tête. Vous voyez, c'est toujours dans ces incohérences. Enfin, ça marche et ça ne marche pas, ça existe et ça n'existe pas. C'est ça l'effondrement. C'est-à-dire il n'y a pas une vision claire de comment ça marche ou comment ça ne marche pas. C'est ça. J'essaie tout le temps quand je suis au Liban de comprendre comment est-ce que ça ne marche pas. C'est ça ma démarche. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pas d'un bloc. Il n'y a pas d'État, il y a un État. Et exactement. C'est-à-dire il y a par exemple certains quartiers du centre-ville qui ont la fibre. Moi, dans mon quartier qui est plus populaire, j'ai pas la fibre. Donc mon Internet est très lent, ça coupe. Donc c'est ça aussi. C'est cette fragmentation d'un État dysfonctionnel, mais qui fonctionne parce qu'en fait, personne n'est d'accord sur comment ça doit fonctionner ou de s'accorder sur... Mais tout le monde est d'accord pour que tout le monde reste en place et ils s'accordent à ne pas s'accorder. Donc, c'est une sorte de force, d'inertie, disons. Et comme ça ne marche pas, les choses s'effondrent. Donc, c'est une forme totalement... bizarre quoi, de vivre un effondrement et donc comment ça se ressent sur les différentes institutions, que ce soit la conservation, comment vivre le présent, comment se projeter dans l'avenir. Et c'est ça qui rend perplexe la situation au Liban. Donc voilà, c'était juste pour nuancer un peu les choses, pour ne pas dire que tout vient d'un bloc. Voilà. Sur la question de la temporalité, comment muséifier la temporalité. C'est des temporalités différentes, quoi. Mais moi, c'était plutôt... Enfin, c'est peut-être... je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais du coup, je vais la... Elle a résonné en moi avec une autre question que je pose, du coup, à toi, Aude, qui évolue dans le MUSEM, qui est vraiment un musée un peu à la pointe de ces formes de réinvention du musée, de muséologie critique, etc. Et je voulais savoir comment ce type de musée pouvait
pouvait traverser, pouvait interroger qu'est-ce que font ces musées fictifs, imaginaires, virtuels à un musée réel, physique, qui en même temps est en perpétuelle réflexion autocritique sur ces pratiques de société, de présentation, d'exposition de société. Merci Marion pour cette question. Peut-être alors avant, ça reboucle finalement avec le début de ta présentation, Rania, parce que c'est l'expo, parce que tu as cité Marie-Charlotte et le Centre de conservation et de ressources, et donc le point de démarrage, c'est cette expo universelle, Le Monde de demain, où les collections des arts et traditions populaires dont le MUCEM est issu traversent l'Atlantique, enfin un petit morceau, pour exposer le monde rural du 19e siècle comme un monde précurseur qui serait précurseur du monde de demain. Et donc, le musée, donc, dans sa fonction première, définitoire, étatique, etc., c'est conserver, encore une fois, pour l'éternité, ce qui en soi une fiction. Commence par donc une utopie et une fiction, des objets et leur donner une permanence, une continuité qui en fait est complètement illusoire, puisque ça n'est que du morceau fragmenté et puisque ça n'est que du fragment accumulé dans le temps et qu'il faut essayer de faire vivre et de réinventer constamment par de nouveaux regards. Et j'ai pas de... Ce que font les musées que vous dites, c'est précisément réverbérer ces questions qui se posent de manière d'ailleurs tout à fait pratique, dans l'exercice quotidien de la conservation et de la restauration, dans la manière dont on va continuer à accumuler des collections et comment par rapport au passé. Donc voilà, c'est des questions qui posent. Et l'autre rapport à la temporalité, qui est un petit peu schizophrène dans un musée, il faut bien le dire, mais c'est tout son intérêt aussi. Et c'est par là que je commençais en intro en vous disant que le MUCEM, comme le musée d'histoire, on appartient à cette catégorie des musées de société qui en fait ont pour mission, par distinction plus ou moins... Enfin bref... Musée de société, ça veut dire en gros que les collections qu'on crée aujourd'hui, pas seulement celles dont on hérite, mais celles qu'on crée, on doit les penser par rapport à une projection dans le futur. C'est-à-dire en gros, qu'est-ce qui aujourd'hui va entrer dans nos collections du monde contemporain parce que ça vaut patrimoine dans 100 ans, enfin dans 30 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Ce qui bien entendu est pour le coup un exercice utopique quotidien et tout à fait hasardeux. Et d'une certaine manière, je pense que les institutions, un musée, c'est l'institution, etc., qui doit poser des choses et des permanences, mais en fait, la réalité pratique et presque la réalité épistémique ou heuristique d'un musée, c'est cette capacité d'improvisation, d'intuition, et c'est d'assumer cette capacité d'intuition, plus que de poser les choses dans des permanences. Et je pense que ce que vous avez dit résonne, est un aiguillon par rapport à ce type de problématiques qui sont les nôtres au quotidien. Est-ce qu'on est dans... Alors on est dans les temps, mais si vous voulez poser une dernière question... Alors je vous souhaite un bon appétit. Je vous signale que reprend ici une conférence à 15h sur les utopies et dystopies russes. Et je vous remercie beaucoup d'être venus nous écouter. J'ai beaucoup balbutié.